L'histoire de Superman a toute une mythologie et peut être racontée sous différents angles, faisant par exemple focus sur sa jeunesse ou sur le point de vue d'un personnage secondaire. Mais on peut aussi choisir de s'attarder sur son alter ego civil, ce que faisait déjà le serial des années 1950. Pour d'évidentes raisons budgétaires, il était plus simple de montrer Superman ne livrant pas un combat titanesque contre un ennemi surpuissant, mais arrivant tout simplement à la fin pour coffrer les fauteurs de troubles, généralement sans trop d'efforts. D'ici là, l'essentiel de l'épisode faisait focus sur Clark, menant l'enquête de façon très humaine, et cette facette du personnage était rendue par conséquent plus sérieuse. À la même époque, dans le comics, Clark n'apparaissait qu'en coup de vent au détour d'une case. Le reste du temps, il portait son costume de Superman en toutes circonstances, fût-ce à son mariage, aux étendant à la maison, ou avec les membres de sa petite famille vêtus de la sorte en permanence. Mais le Clark le plus présent du serial finira par influencer le scénariste d'après la Crisis on Infinite Earths de 1986, qui effacera les réalités précédentes. L'histoire des héros d'ici sera de nouveau racontée depuis le début, et leur vie privée aura beaucoup plus d'importance. John Byrne scénarisera un Superman qui n'a jamais été Superboy, mais qui est un Clark plus présent et au comportement plus sérieux, inspiré paraît-il de celui du serial. Lois et Clark est l'une des premières adaptations à utiliser cette version du personnage, avec le Clark crédible, qui enquête comme dans les années 1950. On le retrouvera aussi dans la série L'Ange de Metropolis. En outre, depuis Clair de Lune, les comédies romantiques au bureau sont à la mode au début des années 1990. Parallèlement à cette époque, le marché des comics s'effondre pour ne plus vraiment s'en relever. Plus question dorénavant d'agiter devant le lectorat la carotte du mariage éventuel de Superman et Lois pour le fidéliser. Les lecteurs étaient devenus rares de toute façon, et on connaît désormais mieux les personnages par les adaptations. Du coup, en 1991, non seulement il est devenu possible de mettre Lois définitivement au courant du secret de la double identité, mais cette année, le mariage est finalement lancé. Il n'aboutira que 5 ans après pour arriver simultanément dans le comics et dans la série. Il faudra notamment gagner du temps avec l'arc de la mort de Superman dans le comics. Quoi qu'il en soit, un événement si majeur et si personnel ne pouvait qu'aboutir à une série faisant cette fois focus sur la vie privée de notre héros. Gerard Christopher sera de nouveau envisagé un moment, avant que Kevin Sorbo et Dean Cain arrivent à être les deux derniers choix des directeurs de casting. Pour peu qu'il ait pris la peine de changer de coiffure, Kevin Sorbo aurait pu être convaincant. Après tout, le physique y est, et son rôle le plus connu, Hercule, est bien, comme dit plutôt le héros antique, ancêtre de Superman. Alors, pourquoi a-t-on choisi Dean Cain ? La directrice de casting se justifiera en disant que Cain est un quart japonais, et ça se voit. Il a une apparence insolite, ce qui permettrait de croire sans problème que ce gars-là est alien. Mouais. Non seulement cela l'affecte du même problème que Braden Ross, il a les yeux marrons, mais pour le reste, il lui ressemble encore moins. La musculature est bien là, mais sinon... Eh bien, pour commencer, et malgré le fait que ce soit pas le cas, cet acteur m'a toujours semblé petit. Son costume a bien le slip, mais budget télévision oblige, il est plutôt criard. En conséquence, j'ai toujours eu l'impression d'un cosplayer plutôt que de Superman, à proprement parler. Enfin, le pauvre s'est involontairement rendu responsable du mulet des années 1990, puisque lui-même en avait un dans le pilote, que les artistes se sont pressés de copier. Heureusement, dans le cas de Cain, ce faux pas avait disparu dès le deuxième épisode. Oserais-je dire, Dan Cain est le Superman qui ressemble physiquement le moins à l'original. Mais il reste un bon Superman. Ce qui était les faiblesses de Braden Ross sont ses forces et vice-versa. Le scénario et les personnages qui l'entourent sont ici béton, mettant son travail en valeur. Lois et Clark était une série très particulière, parce que pour la première fois, une adaptation de Superman n'avait pas ce nom pour titre principal, mais dans le sous-titre. Le titre principal est bien sûr un jeu de mots sur les explorateurs Lewis et Clark, mais quand même. C'est la première fois que le prénom civil est utilisé dans ce titre. Autrement dit, on sent que cette fois ce sera une histoire plus intimiste. La série est une comédie romantique d'investigation, du style à la mode donc, où le fantastique se produit occasionnellement. C'est la personnalité civile de Superman qui est mise en avant et par conséquent il n'a jamais semblé si terre à terre qu'ici, ce qui le rend proche du spectateur et qui fait que cette version m'a plu, entre autres choses. C'est même si terre à terre que le globe du Daily Planet se rapproche du sol, passant du toit à la porte. Visuellement, on est allé jusqu'à inverser les coiffures traditionnelles, cheveux tombants chez Clark et plaqués pour Superman, ce qui me permet d'énoncer cet ahurissant paradoxe. Ici c'est Clark le plus séduisant des deux. C'est voulu sans doute, puisque c'est la personnalité qui compte le plus. En conséquence, Clark se comporte de la même façon dans ces deux personnages, ce qui casse légèrement la suspension d'incrédulité.
Comment se fait-il que personne ne fasse le rapprochement? Mais il y a un avantage à le voir travailler, chercher qui est le coupable, passer du temps chez lui ou avec son entourage humain. De quoi démontrer que c'est pas juste un héros trop parfait pour être crédible et qui peut susciter l'identification. Le revers de la médaille est que certains détails de la mythologie de Superman seront laissés de côté. Ceux qui penchent du côté du fantastique pur, comme certains ennemis, la série est une des seules adaptations où Brainiac n'apparaît pas, par exemple. Ou bien les détails propres aux origines extraterrestres du héros, qui, pré-Crisis, avait le plus d'importance. Là, c'est l'inverse. La série est l'une des rares qui ne commence pas avec l'atterrissage de Superman sur Terre. Il faudra attendre un épisode se déroulant dans le passé pour le voir, et un autre épisode confrontant Clark à une sphère venue de Krypton, pour que celui-ci sache d'où il vient et qui sont ses géniteurs. Seul un arc entre les saisons 3 et 4 le confronteront sérieusement aux dites origines, via des congénères survivants. Mais pour le reste, la partie terrienne prime, au point que cette version est l'une des seules sans forteresse de solitude, même si c'est sûrement aussi pour des raisons budgétaires. En guise de clin d'œil, il s'avérera que la cabane d'enfants dans les arbres de Clark s'appelle ainsi. La seule fois où il ira bien au pôle Nord, ce sera pour y pousser le cri de l'ultime souffrance à la fin de l'épisode 21 de la saison 1. Physique, écoute. Tu entends? C'est le son de l'ultime souffrance. Son grand amour en épousa un autre ce soir. Qui d'autre pourrait ressentir l'ultime souffrance? Au lieu de taper la discute avec des hologrammes de Jor-El et Lara, Clark a ici plus l'habitude de parler de ses problèmes avec ses parents adoptifs. Tous deux en vie selon une conception, et elle aussi héritée de la post-crisis. Et c'est pas plus mal. Eux savent comment appréhender les problèmes bien terriens. Mais surtout, en adéquation avec les comics, ce Clark-là sera le premier à épouser Lois à l'écran, devenant plus tard père de famille. Il peut donc se vanter d'avoir réussi sa vie. D'autant que pour la première fois, Lois sera séduite par sa personnalité humaine avant de connaître son identité secrète. Il peut donc aussi se féliciter d'être aimé pour lui-même. Il aura tout de même auparavant réussi à me faire pleurer, que ce soit à la fin de la saison 1. On se demande si Lois va épouser Lex Luthor, ou de la 3, où il faut provisoirement repartir vers son peuple en laissant sa fiancée seule sur Terre. Mais de façon générale, tous les cliffhangers de fin de saison me sont restés gravés en mémoire tant ils étaient captivants. Celui de la saison 2 se terminant justement avec la demande en mariage. Ce Superman-là est donc si humain que c'est sans surprise qu'on apprend qu'il était terrien dans des vies antérieures. Le principal pour lui étant d'avoir une identité secrète et d'être là où Lois est. On perd un peu en super-héroïsme, et Dinkin manque de ressemblance physique, mais Dieu qui rend le rôle attachant. Avec le premier de la liste, je crois qu'il est à l'origine de mon intérêt pour le personnage. Ma relation à Smallville est, disons, compliquée. Au début, je ratais pas un épisode, mais mes visionnages se sont espacés. Avec Tom Welling, c'est pareil. Bien des gens l'ont jugé détestable. À quoi je répondrai? Au début, sans doute, mais après... Je sais pas trop si c'est Tom qui se met à jouer mieux ou nous qui nous habituons à lui, mais j'apprécie avant tout dans les dernières saisons. Comme Superboy, c'est Superman avant Superman. D'ailleurs, une fois de plus, il n'y a pas Superman dans le titre. La différence, c'est qu'ici, pas de période Superboy et pas de costume, conformément à la caractérisation post-crisis. Mais, comme dans Superboy, on se heurte vite aux mêmes limites. Lex Luthor est présent mais ne peut pas être méchant, puisqu'à l'époque, Clark et lui sont amis. Et tout le suspense repose sur comment leur relation a-t-elle fini par changer. Le personnage de Lionel, père de Lex, sera d'ailleurs inventé pour servir de méchant dans les premières saisons. De même, Lois n'est récurrente qu'à partir de la saison 4, ce qui nous coince longtemps avec une version particulièrement envahissante et insupportable de Lana Lang. Enfin, au départ, pas de méchants iconiques, mais des crypto-monstres ou citoyens de Smallville, contaminés à la kryptonite et différents chaque semaine. Bref, dans ces conditions, Clark est rappelé plus un croisement de Dawson et de Buffy Summers, d'autant qu'il ne mettra jamais le costume. Non, vraiment. Tom Welling a toujours refusé, on ne le voit avec que dans le comics qui fait office de saison 11. Ou d'ailleurs, il n'a pas non plus de slip. Le problème de Smallville, comme on l'a souvent dit, c'est qu'elle a duré trop longtemps. 10 saisons, beaucoup plus que Superboy, et à l'évidence, beaucoup plus que nécessaire. On en vint assez vite à se trouver exclusivement à Metropolis, ne justifiant donc plus le titre, avec les méchants iconiques, Clark qui travaille au Daily Planet avec Lois et qui est dans la Ligue des Justiciers et tout, mais qui n'est pas encore Superman.
d'où d'absurdes délayages comme l'adoption de l'identité intermédiaire du flou rouge et bleu, ou la répartition un peu partout d'items kryptoniens retrouvés, même si la bonne nouvelle est que la progression des effets spéciaux permettait l'intégration de la forteresse de solitude dans une série télé. Et pourtant, si la série avait duré la moitié de ce qu'on a connu, je l'apprécierais beaucoup moins et Tom Welling aussi. Pourquoi ce paradoxe? Parce que Smallville, au début, partait avec le handicap des préquels à Superman. Ce n'est pas encore ce qu'on connaît et c'est forcément moins palpitant que la suite. Ce n'est encore que Clark sans costume. Ce n'est encore que des méchants sans envergure parce que Lex ne l'est pas encore. Ce n'est pas encore l'histoire captivante avec Lois, mais celle qui n'ira nulle part avec Lana, condamnée d'avance. N'importe quel idiot le sait. Et c'est pourquoi, concernant ce dernier détail, que l'obstination des scénaristes rend les premières saisons si pénibles. Alfred Gough et Mike Millar, les scénaristes donc, avaient hélas écrit Mary Jane Watson dans Spider-Man 2 comme un boulet égocentrique, dommage d'ailleurs, le personnage d'origine étant très bon, et dans Smallville pareil, ils ont écrit Lana Lang comme un boulet égocentrique, prouvant sans doute par là qu'ils ne savaient pas le faire autrement. On se demande ce que Clark, mais aussi les 3/4 du casting masculin, forcément amoureux d'elle, lui trouvent. D'autant que depuis 1986, ce personnage était devenu une amie d'enfance platonique dans la veine de Chloé Sullivan. Non seulement nul ne l'ignore, mais Smallville lui-même le rappelle. Des dessins au plafond d'une grotte amérindienne prédisent une autre femme, dans la vie de celui qu'on appelle Naman, c'est-à-dire Clark. D'autres personnages lui disent parfois que « peut-être Lana n'est pas faite pour toi ». Alors le regarder passer le plus clair de son temps à courir après une fille qui ne le mérite guère et qu'il ne gardera pas quoi qu'il arrive, au mieux inutile, au pire très irritant. Donc s'il n'avait eu que 4 ou 5 saisons, j'aurais sûrement peu apprécié ce Superman-là. Mais le fait est que c'est pas le cas. Les dernières saisons d'une série, parce qu'elles s'éloignent beaucoup du concept d'origine d'habitude, sont généralement les moins intéressantes. Parce que, au contraire, les dernières saisons de Smallville se rapprochaient de l'idée de Superman à proprement parler, elles furent les meilleures. À partir de la 8e saison, Lana disparaît définitivement. Et l'action se déplace à Metropolis. N'était l'absence de costume, le cahier des charges est plutôt bien respecté à ce moment-là. Par exemple, ce Clark-là est l'un de ceux qu'on a vu épouser Lois, ou presque. La cérémonie de la saison 10 est en effet interrompue, mais 7 ans plus tard, un flash-forward nous apprend qu'il s'apprête à remettre le couvert. Dans ces mêmes flash-forwards, on voit Clark adopter sa personnalité publique, celle qui le différencie de Superman. Brièvement, mais néanmoins, on constate que c'est la version à l'ancienne qui est utilisée. Il fait notamment la timidité et la maladresse dans ces cas-là, un rendu plutôt convaincant de la personnalité vraiment différente de Superman, expliquant qu'on ne le reconnaisse pas. Même si effectivement on voit assez peu cette version par rapport à la longueur de la série. Et puis quand on voit Tom Welling, force est de constater qu'on y croit question ressemblance. Si on imagine un Superman ado, c'est vrai qu'on conçoit sans peine qu'il puisse avoir cet aspect. Voilà pourquoi il devance Dean Cain d'une courte tête pour moi. Il a aussi un début d'histoire certes plutôt naze, mais qui finit plutôt bien. Un avantage aussi sur Brandon Routh. Tom Welling, dinglant, adorateur d'une casse-pied de compétition, a un héros plutôt crédible et beau gosse, qui nous quittera au son de la fanfare de Williams en révélant enfin son costume iconique. Qui a dit qu'on ne pouvait pas changer dans le bon sens ? À tout seigneur, tout honneur, Sa Majesté Christopher Reeve est en tête de liste. Ne vous y trompez pas, je dis pas ça juste parce qu'il est le Superman de mon enfance ou parce que je le plains à cause de sa fin de vie. Non, à bien des égards, c'est la version la plus talentueuse, voilà pourquoi. Quand on voulut produire le premier film de Superman à la fin des années 70, des célébrités comme Mohamed Ali, Al Pacino, Sylvester Stallone, Steve McQueen, Clint Eastwood et Dustin Hoffman sont envisagés dans le rôle. Heureusement, on penchera pour un inconnu à l'époque, probablement choisi pour sa ressemblance physique. Et sérieusement, c'est tant mieux. Chez Christopher Reeves, la similarité visuelle était frappante, au point qu'il semblait tout droit sorti du comics. Les couleurs éclatantes du costume, le slip, tout y était. Je veux dire, voyez, il fut l'un des seuls acteurs à aller jusqu'à assumer la boucle de cheveux qui tombe sur le front, détail assez rare pour être signalé. Concernant Clark, à l'époque du premier film, dans les comics, n'était pas encore la personnalité principale. Reeve y est à la fond dans la version en beauté, si bien qu'en fait, beaucoup de spectateurs crurent qu'on avait engagé 2 acteurs.
Il sera aussi le dernier à assumer la fedora que le personnage portait jusque dans les années 1980. On ne peut que rester admiratif devant la composition. Bégaiement, dos voûté, coiffure bien différente, vent systématique de la part d'autrui. Là, on ne s'interroge pas sur comment ça se fait que le rapprochement ne saute pas aux yeux de la plupart des gens. Question personnalité, on est bien devant la version à l'ancienne, qui affirme sans second degré être là pour la vérité, la justice et le genre humain. Superman dit en outre qu'il ne ment jamais, et c'est vrai. Il prend notamment le risque dans le premier film de ne pas sauver ses amis en priorité pour tenir une promesse faite à l'acolyte de Lex Luthor, Mademoiselle Tessmacher, et qui est de sauver sa mère. Le premier film ira jusqu'à nous le montrer, sacrifiant au cliché de sauver un chat coincé dans un arbre. Mais ça reste mignon tout plein et certainement plus in caractère qu'être perché sur un tas de crânes. En fait, les deux premiers films contenaient le bon équilibre entre le côté humain et héroïque. On voit la forteresse de solitude pour le second côté, mais aussi ses interrogations quant à s'intégrer définitivement à l'humanité, ce que des rayons infrarouges rendent temporairement possible dans le deuxième film. Là aussi, un autre acteur, Jeff East, tient le rôle principal alors qu'il est âgé de 17 ans, et lui aussi il est plutôt bon. On le voit débattre d'avoir envie d'user de ses pouvoirs à des fins personnelles et y renoncer, sur les bons conseils de son père adoptif. Celui-ci est emporté par une des rares choses que son fils ne peut empêcher, une crise cardiaque. Clark constate ce jour-là ses limites, un chagrin que ce jeune acteur transmettait très bien. Le film de 1978, de façon générale, était équilibré, beaucoup plus que les blockbusters d'action pure qui viendront plus tard sur le sujet. Le dosage était subtil entre l'humour, moins caricatural que dans Superman Returns, l'émotion, l'action pure et le suspense. Idem dans le second, qui pousse encore plus loin le suspense avec les vilains très vilains, du gang du général Zod, et l'émotion, avec un Superman prêt à abandonner ses pouvoirs pour être avec Lois. On touche là à l'un des rares défauts de la version Christopher Reeve. À cause des standards de l'époque, son histoire reste en suspens. Et ce n'est pas Superman Returns qui arrangera les choses, hélas. À la fin du second film, Superman doit recouvrer ses pouvoirs pour chasser Zod, puis efface la double identité de la mémoire de Lois, car alors elle ne supporte pas de le partager avec le monde entier. C'était en adéquation avec le scénario des comics d'alors. Mais cela semble fort triste, surtout pour le spectateur contemporain, habitué à une histoire plus heureuse avec Lois, pour qui connaître la vérité n'est pas un problème. Un point de l'histoire un peu mélancolique, car jamais vraiment résolu. Et oui, je vous vois venir, si réussis soient les deux premiers opus, Christopher Reeve n'a pas tourné que dans des bons films. Le troisième est unanimement reconnu comme un nanar pour plus d'une raison. La première est l'importance accordée à un personnage inédit, au détriment de Superman, incarné par un comique un peu oublié depuis, Richard Pryor. La seconde est l'absence de Lois, due à celle de son interprète Margot Kidder, alors en froid que la production. Et alors qu'après la fin du 2, tout le monde attendait avec impatience de voir évoluer la relation avec Superman. Quant au quatrième film, comment dire? C'est aussi un nanar, notamment pour des raisons budgétaires. Non, Superman n'a jamais eu de rayon constructeur dans le regard, c'est juste qu'il n'y avait pas le budget pour qu'il reconstruise la muraille de Chine à grande vitesse. Il y a aussi l'identité du méchant, ce Nuclear Man, aux ongles longs et au discours limité à des grunts. Bref, ridicule. Et aussi le fait que Superman révèle à nouveau son identité à Lois, qui est revenue pour un rôle un peu plus long, pour lui en faire perdre une nouvelle fois le souvenir 10 minutes plus tard. Donc à quoi bon? Mauvais film certes, mais force est de constater que même dans cela, Christopher Reeve faisait de son mieux, et bien souvent il est l'unique point fort des deux derniers films. Dans le 3, Superman lutte notamment contre l'influence de la kryptonite rouge qui le rend mauvais. Une scène illustre métaphoriquement le dit combat entre Superman et, inexplicablement, Clark Kent, dans une case de voiture. On a peur pour ce dernier tout au long de la scène car il n'a apparemment pas de pouvoir, et finit néanmoins par triompher, faire disparaître son double, redevient Superman et... bon bref, c'est dur à comprendre, mais c'était finement joué. Christopher Reeve tenait là ce qu'il convient d'appeler le rôle de sa vie. Il n'eut pas d'autre rôle vraiment transcendant, en grande partie à cause de l'accident de cheval qui le laissera paralysé après 1995, faisant peut-être de lui l'une des victimes de la malédiction Superman. Elle consiste en une fin tragique pour des acteurs ayant interprété le rôle. George Reeves est une victime célèbre, mort d'une balle dans la tête. Toutefois, la plupart des autres acteurs ne sont pas décédés, ce qui rend la théorie sujette à caution. Son handicap n'empêcha pas Christopher Reeve de pouvoir endosser certains rôles, comme celui de Virgil Swan, un scientifique apparu dans Smallville. Un rôle capital car c'est lui qui révèle à Clark l'existence passée de Krypton et ses origines. En fait, il était carrément
prévu que le professeur Swan se révèle être Jor-El, vrai père de Superman, paralysé et rendu dépendant d'un respirateur par l'explosion de Krypton dont il était pourtant sorti vivant. La boucle a été bouclée en quelque sorte, mais Reeve mourra avant cette révélation. Il ne restera donc qu'un scientifique humain dans cette incarnation, puisque Virgil Swan sera en adéquation tué lui aussi dans le scénario de Smallville. L'épisode où il apparaît n'atteint pas moins des sommets émotionnels quand on le voit s'adresser à Tom Welling, tel un passage invisible de flambeau. En 1978, l'affiche du premier film de Superman nous promettait qu'on arriverait à croire qu'un homme peut voler. Et on y est parfaitement arrivé grâce à Christopher Reeve, lui qui savait qu'on conclut toujours un film sur le sujet avec un sourire pour la caméra. Pour cela, merci encore.